Alors, après avoir parlé de variables aléatoires, on va parler maintenant de processus aléatoire. En fait, un processus aléatoire, c'est juste une variable aléatoire qui serait indexée par le temps. Ici, on a un premier exemple. Si vous mesurez une tension au borne d'une résistance, vous allez trouver qu'il y a une petite tension qui est de l'ordre de quelques millivolts, qui est en fait due au fait que les électrons, il y a une agitation thermique due aux électrons qui vont s'entrechoquer. Et donc, vous allez trouver une petite résistance au borne une petite tension, pardon, au borne de la résistance. Cette tension, si vous prenez plusieurs résistances ayant exactement la même valeur, vous allez trouver, donc vous allez mesurer une tension de l'ordre de quelques millivolts. Plus ou moins sa valeur est entrée autour de zéro, c'est-à-dire vous allez trouver, ça sera entre moins 5 et 5 millivolts. Et chaque tension que vous allez mesurer, puisque le mouvement des électrons est aléatoire, donc vous allez avoir différentes mesures. Si vous superposez celui signal mesuré au bord de cette résistance à celui mesuré au bord de celle-ci, vous allez trouver quelque chose qui se ressemble, mais qui ne va pas se superposer. Et en fait, toutes ces mesures vont constituer ce qu'on appelle le processus aléatoire. À un instant donné, vous avez ce qu'on appelle une variable aléatoire. À un instant donné TI, les valeurs de tension que je vais récupérer au borne de résistance vont constituer la variable aléatoire. Si je prends un autre instant, j'aurai une deuxième variable aléatoire et rien ne dit que la probabilité de cette variable est identique à celle-là a priori. Donc maintenant, quand on exprime la probabilité à cet instant, vous pouvez écrire P de x TI. C'est plus simple d'écrire P de xi. Et ici, au lieu d'écrire P de x TJ, parce qu'on parle du même processus, on va écrire P de xj. Quand je dis même processus, parce qu'il est défini sur le même domaine de définition, c'est-à-dire vous allez prendre des valeurs de tension. Vous n'allez pas prendre des valeurs de tension et de courant et en constituer un processus aléatoire. C'est pour ça qu'on dit ici, donc il doit être défini. Donc je vais rappeler les définitions qu'il y a là. Alors ici, qu'est-ce que vous avez? Donc vous avez un processus donc qui va être indexé par le temps, défini donc sur le même espace de probabilité. Et vous avez remarqué que je n'ai pas de représentation temporelle, j'ai un signal aléatoire. Je ne peux pas écrire que c'est x de t égale cosinus ou je ne sais pas, par exemple 2t au carré. Vous avez quelque chose qui n'a pas une expression mathématique. Et donc chaque signal qu'on avait vu observer tout à l'heure, en fait, vous avez ce qu'on appelle, alors je vais revenir à la diapositive de tout à l'heure. En fait, chaque signal ici, chaque signal est ce qu'on appelle, donc c'est un signal aléatoire, mais on appelle ça une réalisation. C'est une réalisation du processus aléatoire. Processus aléatoire peut se réaliser de différentes manières. Chacune est une réalisation particulière du processus aléatoire. Donc, en ligne, le signal aléatoire, donc on l'appelle une réalisation, et ce que vous voyez ici, à un instant donné, à t donné, on a ce qu'on appelle une variable aléatoire. Voilà les mots, enfin la syntaxe liée au processus aléatoire. Donc, si je reviens ici, donc, des signaux aléatoires, des exemples, je suis en train de parler, nul ne sait ce que je vais dire juste par la suite. Ben, je vais parler par exemple du signal radar, du signal sismique. Ce sont des signaux donc aléatoires, tout comme l'électroencéphalogramme. Ici, j'ai repris l'exemple de la phrase qu'on utilise en TP. Vous avez du courrier en attente, c'est un signal aléatoire. Ici, on a zoomé. Regardez, c'est entre 0,954 millisecondes et 0,974 millisecondes. C'est-à-dire là, j'ai pris une tranche de, alors c'est écrit ici 25 millisecondes, mais plutôt c'est une tranche de 20 millisecondes. J'ai pris une tranche sur une tranche de 20 millisecondes sur une voyelle. En fait, les voyelles, on dit qu'elles sont quasi périodiques. Mais si vous remarquez, vous prenez ce morceau-là et ce morceau-ci, vous n'avez pas exactement les mêmes valeurs. L'allure globale est la même, mais ce n'est pas les mêmes valeurs. Si vous superposez, voilà comment s'illustre le côté aléatoire. Alors, j'ai pris un deuxième exemple. Celui-ci, vous pouvez faire une représentation justement parce que donc, il est indexé par le temps. Il est d'une variable aléatoire ici qui est phi. Ici, chaque réalisation est déterministe.
Parce que ce qui est aléatoire ici, ce qui est aléatoire, c'est la phase. La phase est uniformément répartie entre 0 et 2 pi. Donc, c'est un signal. Dans la phase peut être aléatoire. Vous avez entre 0 et 2 pi, vous avez une infinité de possibilités. Donc, vous avez une infinité de réalisations. Sauf que ici, chaque réalisation est déterministe. Maintenant, le problème qui se pose, surtout pour le signal de tout à l'heure, c'est que ce n'est pas évident d'avoir la probabilité de chacune des variables aléatoires. Donc, ça veut dire que vous avez fixé, je vais revenir à la diapositive de tout à l'heure, ça veut dire que moi, il faudrait, pour pouvoir calculer, donc pouvoir caractériser mon système, il faudrait que je puisse ici faire varier le temps et à chaque fois trouver la probabilité aléatoire. Or ici, c'est pas facile d'y avoir accès. Donc, en fait, qu'est-ce qu'on va faire? On va se contenter des mesures qui vont nous renseigner sur la variable aléatoire. Ces mesures, on les a déjà vues quand on a évoqué les variables aléatoires. Ces mesures, vous avez ce qu'on appelle des statistiques d'ordre 1, des statistiques d'ordre supérieur, 2, 3. Donc, ici, on va se contenter pour les statistiques d'ordre 1 de tout simplement estimer la moyenne. Tout à l'heure, pour la résistance, c'est des millivolts. Une façon de caractériser, c'est de se dire, voilà, cette agitation thermique, est-ce qu'elle me donne plutôt des valeurs positives ou négatives? Eh ben, pour les résistances, je vais revenir dessus. En fait, pour les résistances, la moyenne, vous allez trouver, il y a autant de valeurs. Là, je représentais juste les différents signaux, mais ici, vous allez trouver que c'est toujours autour de 0 volts. Donc, si vous allez calculer la moyenne, vous allez trouver 0 volts et l'écart ne dépasse pas 5 millivolts. Donc, c'est une façon, quand je n'ai pas accès à la probabilité, d'avoir des informations sur ce phénomène. Donc, cette agitation thermique fait qu'il y a une tension de l'ordre de millivolts qui se crée, dont la moyenne est 0 et dont la variance n'excède pas 5 millivolts. Donc, c'est encore une fois, ces statistiques me permettent de caractériser la variable, d'autant plus que souvent, je n'ai pas accès à sa probabilité. Donc, la moyenne, rappelez-vous que c'est E de x de t. Quand on dit E de x de t, donc nous, pour ne pas avoir traîné x, t, y, on va écrire E de x. Donc, on va écrire, c'est l'intégrale de xi, p de xi, d de xi. Pareil pour la variance, donc ce sera donc l'intégrale de xi moins mu de xi, le tout au carré, p de xi, d de xi. Là, je mettrai sur le volet de description comment on calcule ces deux statistiques. On va de suite prendre donc un exemple. Comment les calculer? Rappelez-vous que nous, on va étudier des processus aléatoires. Donc, l'exemple que je vais faire des calculs. Je suis obligée donc de prendre des exemples numériques où j'ai une formulation mathématique, ce qui dans la réalité n'est pas le cas. La phrase vous avez du courrier en attente ne peut pas s'écrire de la sorte. Donc ici, je vous ai mis le détail du calcul, le calcul, mais je vais le faire plus en détail. Donc ici, on me dit que x de t, pourquoi c'est un processus stochastique? Processus aléatoire, c'est parce que je dois avoir une variable aléatoire, en l'occurrence j'en ai deux, et je dois avoir le temps. Donc c'est pour ça qu'on parle de processus. Quand on vous dit que des variables aléatoires, on connaît leur probabilité, forcément, vous connaissez et la moyenne et la variance pour les deux variables. Parce que tout simplement, je sais que mu de A, ce n'est rien d'autre que l'intégrale de A, P de A, dA. Si vous connaissez les probabilités, dont les probabilités sont connues, ça veut dire que vous connaissez le domaine de définition donc, de A et vous connaissez sa probabilité. De même, pour la variance, sigma A, c'est l'intégrale donc de A moins mu de A au carré PA dA. On a dit que pour ne pas avoir à écrire l'intégrale, E de quelque chose, c'est l'intégrale du quelque chose, P du quelque chose, et on intègre par rapport à ce quelque chose. Donc, c'est pour ça que cette expression s'écrit comme étant E de A. Encore une fois, il faut revenir au cours des probabilités aléatoires. Et ça s'écrit comme étant E de A moins mu de A au carré. On a développé cette formule, on avait trouvé que c'était donc E de A au carré moins mu de A au carré. Vous pouvez utiliser celle-ci ou celle-là, suivant celle qui vous simplifie les calculs. Donc ici, je veux calculer mu de x de t et je veux calculer sigma x de t. Je veux calculer la moyenne du processus aléatoire et je veux calculer la variance du processus aléatoire. Donc, a priori, il dépend de t. Je devrais trouver quelque chose qui dépend de t. Ou pas. Mais
en cas général, puisque c'est une fonction de t, je dois retrouver t. Alors, si je calcule mu de x de t, donc on a dit que ce sera donc e de x de t. Donc, ça me donne e et je remplace. C'est toujours, parce que si vous deviez le calculer avec les probabilités, il faudrait que vous connaissiez P de x de t. Vous allez la déterminer avec le jacobien. C'est beaucoup trop compliqué, parce que si je devais la calculer de la formule, il faudrait que j'écrive que c'est l'intégrale de x de t, P de x de t, d de x de t. C'est trop compliqué de la faire comme ça signifie que je dois calculer cette probabilité. Alors que c'est tellement plus simple, puisqu'elle-même dépend, c'est de A plus B de t, je vais remplacer, sachant que en développant avec les E, je vais pouvoir trouver cette expression en fonction des propriétés statistiques de A et de B. C'est toujours mieux que d'avoir à calculer cette formule. Donc ici, je remplace. Donc ça me fait E de A. Rappelez-vous, c'est un opérateur qui est linéaire. Ça veut dire que vous pouvez séparer les sommes et les différences, mais pas un produit, bien sûr. E de B de T. Ensuite, on a dit E de A, c'est voilà, E de A ou E de B. E de B, ce serait l'intégrale de B de T. Alors, E de B de T, on a dit c'est l'intégrale donc du quelque chose fois la probabilité du quelque chose. T n'est pas aléatoire, T est déterministe. Donc, P de B, D de B. Ce qui montre ici que je peux sortir le T, donc ça fait l'intégrale de P, P de B, dB. P de B, dB. Or ça, ce n'est rien d'autre que la définition de la moyenne. Ça, c'est mu de B. Donc ici, je vais écrire donc tout ça. Ça me fait donc E de A. De la même façon, si E de B de T, c'est T fois mu de B, donc E de A, c'est mu de A. C'est écrit ici. E de A, c'est l'intégrale de A, P de A, et c'est mu de A. Donc, ce sera mu de A. Donc, c'est juste pour vous montrer que le temps, il faudra toujours le sortir. Donc, T fois E de B. Donc, vous, qu'est-ce que vous allez faire? Quand vous avez E de quelque chose, tout ce qui n'est pas aléatoire, sortez-le du E. T, le temps n'est pas aléatoire. Je ne peux pas maintenant passer après-demain, ni revenir à hier, et ensuite sauter vers dans 10 jours et revenir à il y a 6 jours. Le T est déterministe. Donc, ici, donc ça me donne E de B. Donc, ça me fait mu de A plus T fois mu de B. Voilà pour la moyenne. On va maintenant calculer la variance. Donc, j'ai écrit l'expression de la variance, sigma x de t au carré. Alors, ce sera donc E2. Alors, ce sera donc E2. Alors, ici, je viens de voir qu'il y a une petite erreur ici. Rappelez-vous que l'expression de la variance, c'est E de x de t moins mu x de t, le tout au carré. Et c'est aussi E de x de t au carré moins mu de x de t au carré. Comme ça, je n'aurai pas à développer et à calculer plusieurs facteurs. Donc, ce dont j'ai besoin, c'est de calculer E de ça au carré moins la moyenne au carré. La moyenne au carré, je viens de le faire. Je l'ai calculé ici. Donc, ça me donne quoi tout ça? Donc, E de x de t au carré. Alors, x de t, c'était cette expression. Donc, je vais élever ça au carré. Ça me fait a au carré plus b au carré, t au carré, plus 2ab t moins mu de x au carré. Donc, toute cette expression au carré. Donc, ça me fait mu a au carré moins t carré mu de b au carré moins 2 fois mu de a mu de b fois t. Alors, je développe ceci. Alors, E de a carré. Ici, on a dit, on laisse à l'intérieur du E ce qui n'est pas aléatoire. Donc, on sort tout ce qui n'est pas pardon, on laisse à l'intérieur du E tout ce qui est aléatoire et on en sort tout ce qui n'est pas aléatoire. Ça, c'est pas aléatoire, donc ça me fait T au carré, E de B au carré. Ici, le 2 n'est pas aléatoire, il ne va pas devenir un 3 ou un 4. Donc, ça me fera 2T, E de AB. Moins mu de A au carré, moins T carré, mu de B au carré, moins 2T fois mu de A, mu de B. Alors, regardez, ce E au carré, ça c'est la puissance. Et regardez ce qu'on avait ici. On avait sigma A au carré qui vaut
E de A carré moins mu de A carré, ce qui signifie que E de A carré, je vais ramener ça de ce côté. Donc, ça va devenir plus. Donc, E de A carré, c'est la moyenne au carré plus la variance. Donc, je vais le remplacer. Donc, c'est mu de A carré. C'est quelque chose qu'on va utiliser souvent, donc il faut s'en rappeler. Donc, mu de A carré plus sigma A au carré. Je fais pareil ici. J'ai un T au carré que je multiplie par E de B au carré. On a dit E de la variable au carré, c'est sa moyenne au carré plus sa variance. Mu de B au carré plus sigma B au carré. Plus 2T, E de AB. E de AB, vous ne pouvez pas écrire que c'est E de A fois E de B, sauf sous certaines conditions. Donc, E de A fois E de B. Donc, je vais en parler tout à l'heure des conditions. Ça va me donner, donc, je laisse tel quel pour le moment, parce que E de AB, on a dit E du quelque chose, c'est l'intégrale du quelque chose fois la probabilité du quelque chose. Donc, ce sera, il y a deux variables. Donc, ce sera P de AB, D de A, D de B. Ce qui fait qu'ici, vous aurez une double intégrale. Donc, ici, je laisse tel que c'est. Je reprends ce que j'ai ici, moins mu de A carré, moins T carré mu de B au carré, moins 2T mu de A, mu de B. Je regarde si je peux simplifier des choses. Ça part avec ça. Ça part avec cette partie. Et donc, il me reste, donc j'ai trouvé donc sigma A au carré plus T carré sigma B au carré plus 2T E de A B moins 2T mu de A mu de B. Alors ici, on peut s'arrêter là parce qu'on nous a donné aucune information sur la variable A et B. Si elles étaient indépendantes ou décorrélées, je m'arrêterai ici. Maintenant, moi, je vais rajouter donc je vais effacer ce que j'ai mis là. Je vais juste garder la dernière formule. Et je vais faire donc l'exercice. Donc ça, c'est E de ça moins sa moyenne. Donc, c'est pour ça que je l'ai barré tout à l'heure. De toute façon, c'est encore écrit. Bien que l'expression soit la bonne, mais il manque la moyenne ici. Donc, alors, on va maintenant proposer de rajouter des hypothèses. Donc, on va faire une première hypothèse. Hypothèse 1, je vais supposer que A et B sont des variables aléatoires indépendantes. On a vu avec les variables aléatoires que lorsqu'elles sont indépendantes, si les deux variables sont indépendantes, alors P de AB, c'est P de A fois P de B. Du coup, ce que j'ai écrit ici, donc E de AB, donc ça devient, je laisse A fois B, P de A fois P de B, D de A, D de B. Je peux séparer les deux intégrales, ça c'est l'intégrale de A, ça c'est l'intégrale de B. Donc ce sera l'intégrale de A, P de A, dA, fois l'intégrale de B, P de B, dB. Et ça, c'est encore écrit ici, ça c'est mu de A, et ça c'est mu de B. Donc on voit que lorsqu'ils sont indépendants, ça me donne mu de A fois mu de B. J'aurais pu écrire ici, donc ça fait E de A fois E de B. Et donc ça donne mu de A fois mu de B. Si j'utilise cette hypothèse, ça veut dire que ici, je vais avoir donc 2T fois mu de A fois mu de B. Or, ici, 2T moins plus, donc je vais pouvoir simplifier cette partie. Donc, je vais l'enlever. Ça se simplifie, il va me rester que cette partie. Ce résultat-là, on peut l'obtenir aussi en posant une deuxième hypothèse 1. Je vais l'appeler hypothèse, c'est pas l'hypothèse 2, d'accord? Un deuxième cas. Donc, je vais l'appeler hypothèse 1 bis.
Et ben, je vais supposer que A et B, cette fois-ci, sont décorrélés. Si A et B sont décorrélés, sont des variables aléatoires décorrélées, alors E de AB, c'est quand elles sont décorrélées, en fait, C de AB vaut 0. Or, C de AB, par définition, c'est E de AB moins mu de A fois mu de B. Ça, c'est la définition de la corrélation. Quand ils sont décorrélés, alors le coefficient de corrélation est nul. Du coup, C de AB est égal à 0. Et si c'est nul, ça veut dire que ça implique que E de AB, c'est égal à mu de A fois mu de B. J'obtiens la même chose, mais pas de la même façon. Quand ils sont indépendants, vous pouvez séparer les A et B. Quand ils sont décorrélés, ça signifie qu'il n'y a pas de dépendance linéaire. Ça veut dire que il se pourrait qu'il n'y ait pas de dépendance du tout, mais il se pourrait qu'il y ait une autre dépendance. Et vous n'avez pas le droit de séparer A et B. Par contre, quand on dit décorrélé, la définition veut dire coefficient de corrélation nul. Et voilà ici la définition du coefficient de corrélation. Et lorsqu'il est nul, ça me donne ça. Et parce que ça me donne ça, je vais encore trouver la même chose. On a un petit peu rajouté des hypothèses à l'exercice pour pouvoir manipuler l'indépendance et la décorrélation. Voilà pour cet exemple. Je pense en avoir prévu un deuxième. Alors, ici, j'ai aussi mis la solution, mais on va le faire ensemble. Donc, ici, c'est un autre cas. On me dit, sur le processus stochastique x de t défini par x de t égale a cosinus oméga t plus phi, où phi, donc encore, pour que ce soit un processus, je dois avoir une variable aléatoire et je dois avoir le temps. C'est le cas ici. C'est une variable uniformément répartie sur 0,2 pi. Alors, qu'est-ce qu'on avait dit? On avait dit qu'une variable aléatoire définie uniforme sur AB, A pour probabilité, la probabilité d'une variable aléatoire définie sur AB, sa probabilité c'est 1 sur B moins A, c'est-à-dire ça c'est mon A, ça c'est mon B. C'est toujours B moins A. Donc ça me fait 1 sur 2 pi moins 0, donc ça me fait 1 sur 2 pi. Alors, on me dit donc de calculer, on ne le dit pas, mais c'est ce qu'on sous-entend, de calculer la moyenne. On va calculer mu de x de t. Encore une fois, c'est pas la peine d'écrire que donc c'est E de x de t et écrire l'intégrale de x de t, p de x de t, dx de t. Ça veut dire qu'il faudrait calculer p de x. Je n'y ai pas accès. Je pourrais le calculer, mais ce serait lent à calculer. Ça trop bien. Il faudrait passer par arc cosinus avec le jacobien. C'est beaucoup trop lent à calculer. Le mieux, c'est de remplacer directement et d'utiliser les propriétés du E. Donc, ça me fait A cosinus oméga t plus phi. On a dit, je peux sortir tout ce qui n'est pas aléatoire, je peux sortir hors du E. Bah, le phi, il est intégré du cosinus, donc je ne peux pas sortir le cosinus, mais par contre, je peux au moins sortir le A. Donc, ça me fait A, E, cosinus, oméga t, plus phi. Et qu'est-ce qu'on a dit? On a dit E de quelque chose, c'est l'intégrale du quelque chose fois la probabilité du quelque chose, D. Alors, qu'est-ce qui est aléatoire ici? C'est phi. Donc, ce sera E de cos oméga t plus phi. Enfin, je ne vais pas écrire E. E de quelque chose, c'est l'intégrale de quelque chose. Donc, je vais intégrer quoi? Oméga c, oméga t plus phi. Qu'est-ce qui est aléatoire ici? C'est phi. Donc, je vais écrire P de phi, d phi. Et ici, j'intègre par rapport à phi, je regarde le domaine de définition de phi. C'est entre 0 et 2 pi. Alors, vous allez intégrer un cosinus sur sa période, vous allez trouver un sinus. Et rappelez-vous, chaque fois que vous allez intégrer un cosinus ou un sinus sur sa période, vous allez trouver, donc, si c'est un cos, vous trouvez sinus. Si c'est un sinus, vous allez trouver cosinus, parfois avec un moins. Et sur sa période, quand vous faites le tour du cercle, vous allez trouver 0. Donc ça va partir et je vais avoir 0. Ça marche pour un cosinus sur sa période et ça marche aussi quand c'est des sous-multiples de sa période. Pour la variance, on va faire pareil. Donc, ça me donne E, rappelez-vous, on a dit que c'est E de x de t au carré moins la moyenne. Et je vérifie bien que la puissance, c'est la variance plus la moyenne au carré. Donc, on va faire pareil. On va remplacer. Donc, ça me fait E de quoi? Alors, E de x de t au carré. Donc, ça me fait a carré
cos carré oméga t plus phi moins la moyenne, j'ai trouvé 0, donc moins 0. Alors, je peux sortir le a au carré à l'extérieur, ça me fait donc a au carré E de cos carré oméga t plus phi. Alors, cos carré, c'est 1 plus cos 2a sur 2. Donc, cos carré, donc je vais écrire, donc ça me fait a carré, donc cos carré a, c'est 1 plus cos 2a sur 2. Donc, je vais avoir le 2 à l'extérieur et ça me fait donc E de quoi? De cos. Donc, si ça c'est mon, c'est le même A. On va dire cos carré B, c'est 1 plus cos 2B sur 2. Donc, ça me fait cos, alors, 2 oméga t plus 2 phi. Je vérifie juste un moment la formule trigonométrique pour voir que je ne me suis pas trompée. Donc, cos carré A, je suis en train de dire que c'est cos 2A plus 1 sur 2. Mais je vais quand même la vérifier. C'est bon, donc je l'ai vérifié. C'est bien la bonne formule. Donc ici, donc ça me fait donc A carré sur 2, E de cos 2 oméga t plus 2 phi, plus E de 1. Or, on vient de dire que le E d'une constante, enfin, on l'avait dit dans une autre vidéo, donc E d'une constante, donc ça va vous donner, si vous mettez E de 1, donc ça fait une intégrale du sur quelque chose, fois la probabilité ici, c'est P de phi, d phi. Or, on sait que l'intégrale, par normalisation, l'intégrale vaut 1. C'est-à-dire, on va le faire en général. Je préfère mettre E de alpha, donc ça ferait alpha, ça fera l'intégrale de alpha, P de alpha, D2, P de phi, D2 phi. Donc ici, la probabilité, ça c'est toujours 1, parce qu'on normalise. Donc il vous restera toujours alpha. Donc en fait, E d'une constante, c'est la constante. Donc j'écrirai plus A carré sur 2. Donc qu'en est-il de cette partie? Ça va me donner donc A au carré sur 2, l'intégrale de cos 2 oméga t plus 2 phi fois d phi fois la probabilité. Donc, ah oui, je n'ai pas écrit tout à l'heure la probabilité. 1 sur 2 pi, de 0 à 2 pi. Mais bon, j'ai oublié d'écrire ici. Tout ça, pourquoi tout à l'heure c'était 1? Parce que ça, c'est une constante. Vous allez trouver 1 sur 2 pi. Il faut le mettre, que vous allez sortir à l'extérieur. Donc, c'est ce que j'ai fait ici. Des 2 phi fois 1 sur pi, parce qu'en fait, ça ne dépend pas de phi. Et ici, idem. Vous allez trouver un sinus, mais dans la période est un sous-multiple de la période. C'est-à-dire, si vous prêtez ici, vous remplacez phi par 0, quand vous allez remplacer phi par 2 phi, ça fera 4 pi. Donc, au lieu de faire le tour du cercle une fois, vous allez faire le tour du cercle 2 fois. Donc, ça aussi, ça va partir. Vous allez retomber sur le même point. Donc, en fait, ça, c'est 0. Il va me rester donc A carré sur 2. Et donc, je vais trouver A carré sur 2. J'ai oublié de remplacer tout à l'heure P de phi par 1 sur 2 pi. Donc, voici pour cet exemple. Alors, je pense que j'ai prévu le même exemple, mais cette fois-ci, on suppose que c'est A qui est aléatoire et phi qui est une constante. Bon, il sera un peu plus simple à faire, mais on va le faire aussi. Donc, ici, pour ici, on me dit, donc c'est le même processus, sauf que cette fois-ci, la variable aléatoire, c'est A. Donc, elle a une certaine moyenne et une certaine variance. Phi est devenue une constante. Donc, on va le faire. Donc, mu de x de t. Vous écrivez toujours mu de x de t. Vous ne savez pas si t va rester ou pas. Donc, on écrit mu de x de t. Je ne sais pas si vous avez remarqué l'exemple de tout à l'heure. En fait, on a trouvé 0, on a trouvé a carré sur 2. Donc, ça ne dépendait pas de t. Donc, ça me fait e de a cosinus oméga t plus phi. Je peux sortir donc tout ce qui n'est pas aléatoire. Qu'est-ce qui est aléatoire? Ici, c'est le 1. Donc, je vais sortir cosinus. Je sais, on n'en a pas l'habitude. Ça paraît bizarre de sortir quelque chose d'un cosinus, surtout quand il y a t. Mais nous, on intègre par rapport à A, P de A, D1. Donc, je peux le sortir. Donc, ça me fait E de A
Or, E de A, c'est la définition de la moyenne. Donc, je vais trouver mu de A fois E cosinus, pardon, E de A fois cosinus oméga t plus phi. Je vais faire pareil pour la variance. Donc, sigma x de t au carré. Donc, ça me donne E, E de x de t au carré moins mu de x de t au carré. Je remplace. Ça me fait donc E de A carré cos carré oméga t plus phi moins, il m'a rajouté un trait, mais ça que je n'arrive pas à trouver. Bon, ça bug. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait. Gomme, allez, efface cette partie. Bien. Donc, j'ai dit, ça me fait, alors, E de, alors, pourquoi ça bug? Donc, je remplace, ça fait donc A au carré, cos carré, oméga t plus phi, moins mu de x de t. On a trouvé moins mu de A au carré, cos carré, oméga t plus phi. Alors, ici, donc ça me fait, j'ai dit, je sors hors du haut de ce qui n'est pas aléatoire. Voici ma variable aléatoire. Donc, ça me fait cos carré, oméga t plus phi, fois E de A au carré, moins, donc, mu de A au carré, cos carré, oméga t plus phi. Je rappelle encore une fois, E de A carré, c'est la puissance, et donc ça me donne, j'utilise de cette formule, E de quelque chose au carré, c'est sa variance plus sa moyenne au carré. Donc, je vais pouvoir remplacer par cos carré, oméga t plus phi, donc fois E de A carré. Donc, fois quoi? Fois mu de A au carré plus sigma A au carré, moins mu de A carré, cos carré, oméga t plus phi. Alors, si je distribue ça avec ça, ça va partir avec ça. Il va me rester sigma A au carré fois cos carré oméga t plus phi. Voilà, j'aurais calculé la moyenne et la variance. Et j'aurais trouvé que dans ce cas-là, la moyenne dépend du temps et la variance dépend du temps, alors que tout à l'heure, ce n'était pas le cas. Alors maintenant, on a parlé de statistiques d'ordre 1 qui sont donc la moyenne et la variance. Quand on parle de statistiques d'ordre 1, c'est parce qu'on parle d'une variable aléatoire. À un instant donné, en fait, ce qu'on a, c'est une variable aléatoire. Parce que quand je suis à TI, j'ai P de X de TI. Si je veux TJ, j'ai P de X de TJ. Si je veux considérer ces deux instants, deux variables aléatoires en même temps, j'ai ce qu'on appelle P de X TI TJ, que je peux écrire comme étant P de XI, XJ. Et j'ai ce qu'on appelle donc une variable aléatoire conjointe, parce que je cherche le comportement de ces deux variables simultanément. C'est comme lorsque vous lancez 2D ou vous lancez donc un dé et une pièce de monnaie. À ce moment-là, j'ai des statistiques. Quand vous écrivez E de x de T1, x de T2, donc n'oubliez pas que vous avez donc deux variables aléatoires, mais vous parlez du même processus, c'est-à-dire défini sur le même domaine de définition, c'est-à-dire vous êtes dans le même environnement, c'est-à-dire vous parlez toujours d'une température ou d'une mesure de tension. Je parle, regardez, c'est bien, c'est toujours ici le même processus, mais à deux instants différents. Donc, on a dit que E de quelque chose, c'est quoi? C'est l'intégrale du quelque chose fois la probabilité du quelque chose. J'en ai deux ici. J'ai deux variables aléatoires, deux instants, donc deux variables aléatoires, donc une probabilité conjointe. Alors, on définit ce qu'on appelle la corrélation. C'est comme ce qu'on avait vu en variable aléatoire, la corrélation et la covariance.
Quand vous parlez de la corrélation, c'est vous mesurez le lien entre deux variables aléatoires. Avec l'autocovariance, c'est pratiquement la même chose, sauf qu'on prend des variables, ce qu'on appelle centrées, c'est-à-dire vous enlevez la moyenne. Ça vous permet parfois de mieux visualiser cet effet. Parce que quand vous avez des grandeurs qui sont très différentes, par exemple, vous avez une grandeur autour de 1000, avec par exemple, entre 1000 et 1002. Et puis, vous avez une deuxième grandeur, entre 0,2, entre 1,2 par exemple, et 1,4. Donc, si vous centrez ça, ça va quelque chose entre 0 et 2. Si vous centrez ça, vous aurez aussi quelque chose entre 0, j'aurais dû prendre alors 1,2 et par exemple 3,2. Vous aurez aussi quelque chose entre 0, c'est-à-dire avec un intervalle assez petit puisque vous aurez centré votre variable. Bon, en fait, quand on centre, c'est pas vraiment entre 0 et 2, je vais avoir quelque chose entre moins 1 et 1. Voilà. Bon, je vais l'écrire autrement. En fait, quand vous allez centrer, ce sera ces deux variables. Ici. Si vous prenez donc notre variable entre 2 et 4, si vous la centrez, celle-ci sera entre moins 1 et 1. Celle-ci aussi sera entre moins 1 et 1. Et du coup, vous pourrez faire votre interprétation beaucoup plus facilement une fois que vous aurez donc centré votre variable. Quand vous allez multiplier donc le même ordre de grandeur. Donc ici, si je parle de deux variables aléatoires, ici donc dans un processus, ce sont deux instants différents, je veux mesurer est-ce qu'il y a une corrélation entre ces deux instants? On parle aussi d'effet mémoire. Si ce qui se passe ici ressemble à ce qui se passe là, donc c'est comme si le processus avait une mémoire et qui se réfère à cette mémoire, c'est-à-dire ce qui s'est passé il y a 2 ou 3 secondes entre les deux instants, si la corrélation est forte, ça veut dire que ce processus, bien qu'aléatoire, mais les choses qui se passent à cet instant ne sont pas tellement différentes de ce qui s'est passé auparavant. De la même façon que tout à l'heure, on va calculer donc, on va d'abord définir, alors je vais d'abord effacer. Donc, on a juste repris donc la définition. Donc ici, ah oui, on a repris cette définition aussi pour deux processus. Tout à l'heure, je parlais des mêmes processus aléatoires, mais rien ne m'empêche d'étudier s'il y a un lien entre deux processus aléatoires en deux instants différents. Donc, en fait, ce qui va changer, au lieu d'écrire ici X, donc vous allez considérer le processus X et le processus Y. N'oubliez pas que s'ils ne sont pas réels, il faut écrire le conjugué. De la même façon que je peux parler donc d'intercorrélation, si je centre les deux processus, je vais parler d'intercovariance. Et rappelez-vous, le coefficient de corrélation, c'est juste la covariance, mais normalisée. Quand vous divisez par la variance du premier processus, la variance du deuxième, vous allez trouver quelque chose qui est entre moins 1 et 1. Du coup, c'est normalisé. Donc, si c'est 1 ou si c'est moins 1, si c'est 1, vous allez dire que ces deux processus sont fortement corrélés et ils évoluent dans le même sens. La pente, c'est 1. Si c'est moins 1, ils sont aussi également très fortement corrélés, mais ils évoluent en sens inverse. Alors, de la même façon que tout à l'heure, on va reprendre ce qu'on avait vu tout à l'heure et on va faire ces calculs. C'est juste, encore une fois, histoire de se familiariser sur comment calculer ces moments statistiques. Tout à l'heure, c'était d'ordre 1, maintenant d'ordre 2, ça signifie qu'il y a deux instants. Alors, en fait, quand vous allez calculer, il y a deux façons de faire. Soit vous écrivez, c'est-à-dire quand je vais calculer Rx de T1, T2, donc je vais écrire E de X de T1, X conjugué de T2, ou bien je vais utiliser une autre notation qui va nous être beaucoup plus utile quand on va parler de stationnarité. Au lieu d'écrire ça, en fait, je vais écrire Rx de T taux et je vais calculer E de X de T, X conjugué de T moins taux. C'est comme si j'avais fait un changement de variable, que ça c'était 1 et que ça c'était 2. Alors, vous pouvez utiliser, l'essentiel c'est qu'il y ait les deux instants. Vous pouvez utiliser l'une ou l'autre, sauf que celle-ci, elle va être beaucoup plus pratique quand on va parler de stationnarité. Cette écriture, elle sera beaucoup plus facile à manipuler et quelque chose va faire que on va pouvoir parler de stationnarité directement. La stationnarité va se voir de façon directe. Il faut juste patienter un petit moment, on va faire les calculs. Par la suite,
Donc, je préfère utiliser directement, j'opte moi pour cette notation. On va utiliser donc cette notation et l'employer dans la suite. Donc, pour cet exemple, je vais écrire donc Rx de t taux. Donc, on a dit que c'est E de x de t fois x conjugué de t moins taux. Ensuite, je vais remplacer. Ça me fait quoi? Ça me fait donc E de a plus b de t. J'ai juste remplacé, donc c'est x de t. X de t moins taux, je vais prendre la même notation. Si j'ai un complexe, je vais prendre le conjugué. Ici, en l'occurrence, je n'en ai pas, donc je peux ne pas écrire conjugué. Mais si j'en avais, ça c'était écrit plus jb, j'aurais écrit moins jb. Donc, ça me fait x. Et donc, t moins taux, là où c'est écrit t, je vais remplacer par t moins taux. Donc, ça me fait fois a plus b de, là où c'est écrit t, je vais mettre t moins taux. Je développe. Puis je sépare en même temps, puisque c'est un opérateur qui est linéaire, donc vous pouvez séparer l'addition. Donc ça me fait E de A carré plus E de A. Et en même temps, je vais sortir tout ce qui n'est pas aléatoire. Donc là, ça me fait carré. Quand je multiplie cette quantité par ça, je peux sortir tout ce qui n'est pas aléatoire. Tout ce qui n'est pas aléatoire, donc A et B sont des variables aléatoires. Donc je ne peux pas sortir. Donc ça me fait E de AB fois donc T moins taux. Alors, plus E de, alors, ce qui n'est pas aléatoire, c'est le T. Donc, je vais écrire T ici, ça me fait E de AB, plus cette quantité. Donc, ça me fait plus. Alors, ce qui n'est pas aléatoire, c'est le T et le T moins taux. Donc, ça me fera T fois T moins taux, E de, si je ne me trompe pas, E de B au carré. Bien, E de A carré. Puissance, c'est la moyenne au carré plus la variance. Ça fait mu de A carré plus sigma A au carré. E de AB, je n'ai pas d'hypothèse a priori, donc je vais laisser tel quel. Je vais écrire juste le témoin taux ici et je vais écrire E de AB plus, alors c'est un plus ici, plus T de E de AB plus T fois T moins taux. E de B au carré, on a dit que c'est la puissance, c'est la moyenne au carré plus la variance. Donc ça me fera A mu de B carré plus sigma de B au carré. On va faire la même hypothèse que tout à l'heure, c'est-à-dire si A et B sont indépendants ou décorrélés, donc c'est les variables sont indépendantes ou décorrélées, alors on a vu que E de AB, dans les deux cas, pas de la même manière, mais on avait abouti à ce que ce soit le produit des moyennes. OK. Ça me fait quoi tout ça? Alors, j'écris Rx de t taux. J'espère pouvoir simplifier des petites choses. Mu de A carré plus sigma A carré. Alors, T moins taux. Donc, ça me fait T mu de A fois mu de B. Je distribue en même temps. Moins taux mu de A fois mu de B. Plus T. Bon, ça simplifie pas. Ça m'apporte pas tellement de choses. Donc, fois T mu de A fois mu de B. Plus, alors, ici c'est un plus. Plus donc T au carré moins T fois taux. Alors, ça me fait, peut-être que ça va simplifier, mais j'en suis pas sûre. Non, il me semble que non. Fois mu de B au carré plus sigma B au carré. Là, a priori, je vois pas, je vais juste écrire ça deux fois. Mu de A, mu de B. J'ai T au carré, mu de B au carré, mais j'ai pas T au carré, mu de B. Bon, a priori, on va laisser tel quel. Voilà pour le premier exemple.
On va prendre le deuxième. Alors, j'avais laissé le calcul, mais je vais le développer quand même. Sinon, je vais l'expliciter ici. Comme ça, je n'aurai pas à le réécrire. Donc, ici, donc de la même façon, donc j'ai utilisé cette fois-ci T1, j'aurais préféré utiliser, je préfère le refaire avec T1 avec T et tout, puisque c'est déjà fait. On va effacer tout ça. Alors, donc je vais revenir. Alors, je reprends tout le calcul en utilisant Rx de Théto, que je trouve beaucoup plus simple à exploiter par la suite. Donc, on a dit que c'est E de X de T, X conjugué de T moins T. Ici, c'est réel, donc je n'aurai pas besoin d'utiliser le conjugué, donc ça me fait A cosinus oméga T plus phi fois A cosinus oméga, et là, c'est écrit T, je remplace par T moins T. Donc, ça me fait cosinus oméga T moins T plus phi. Alors, pour savoir ce qu'il faut sortir ou pas, il faudrait d'abord lire l'énoncé. On me dit qu'ici, phi est une constante et A est une variable aléatoire, puisque phi est une constante. Donc, je vais pouvoir sortir cosinus oméga T plus phi et sortir cosinus oméga T moins tau plus phi, donc fois E de A au carré. Sachant que, donc je vais écrire la même chose, E de K carré, c'est mu de A au carré plus sigma A plus la variance. Donc, en fait, je vais retrouver cette même expression juste multipliée par cette quantité. Donc, ça, c'est pour le premier exemple. Et dans le cas où c'est phi qui est donc phi qui est uniformément, c'est-à-dire c'est phi qui serait aléatoire, on va aussi développer le même calcul. Alors, ça me donne, je réécris la même formule. Donc, ça me fait, alors, E de A cos oméga t plus phi fois A cosinus oméga t moins tau plus phi. Donc, cette fois-ci, c'est phi qui est aléatoire uniformément réparti sur 0,2pi. Ça veut dire que P de phi, c'est 1 sur 2pi moins 0. Donc, ça fait 1 sur 2pi. Donc, je sors le A au carré. Donc, ça me fait E de cos oméga t fois cos oméga t moins tau plus phi. Or, E de quelque chose, donc ce sera l'intégrale du quelque chose. Alors, ici, alors cos A fois cos B, c'est 1,5 de cos A plus B plus 1,5 de cos A moins B. Donc, ça me fera, donc, je vais d'abord remplacer avant d'utiliser l'intégrale. Donc, ça me fera E de quoi? Cos A plus B. Donc, si je somme, ça me fait cos 2 oméga T moins oméga T plus 2 phi plus cos A moins B. Donc, si je fais la soustraction, oméga T avec oméga T, ça disparaît. Le phi avec le phi, ça disparaît. Il va me rester cos oméga T. Donc, ça me donne A carré. Alors maintenant, E2, je vais séparer les E d'abord. Non, ça c'est oméga tau. J'ai sommé 2 oméga T moins oméga tau. Moins oméga tau, plus 2 phi, plus E de quelque chose. Ce quelque chose, on a dit tous, E de moi, ma variable aléatoire, c'est phi. Donc ça joue le rôle d'une constante par rapport à phi.
Donc, or, E du constante, c'est la constante. Donc, ça fera A au carré. J'ai oublié d'écrire le 2. On a dit cos A sur cos B. Cos A fois cos B, c'est 1 demi de cos A plus B, plus 1 demi de cos A moins B. Donc, j'ai 1 demi ici. Donc, plus A carré sur 2. E du constante, c'est la constante. Donc, et ici, c'est cos oméga tau. On a dit que tu en fais la différence. Oméga T avec oméga T se simplifie. Phi avec moins phi se simplifie. Et là, comme il y a un moins, je vais décrire la formule ici. Donc, c'est n demi cos A cos B. C'est n demi de cos A moins B, A plus B, c'est ce que j'ai fait ici, j'ai sommé, plus cos A moins B. Il y a un moins ici. Donc, quand vous faites moins oméga t, ça simplifie, phi, ça simplifie, et le moins, j'ai ici moins oméga t, ça devient plus oméga t. Donc, comme ici, j'ai plus de phi, j'ai cette quantité. Et celle-ci, comme tout à l'heure, ça me fait quoi? A carré sur 2, l'intégrale, cos 2 oméga t, moins oméga t, plus 2 phi, fois p de phi, donc c'est 1 sur 2 pi, d phi. Pardon, j'intègre par rapport à phi, donc ce sera l'intégrale de entre 0 et 2 pi, plus la quantité que j'ai ici. Donc, tout ça, cette partie, plus a carré sur 2 cos oméga t. Alors ici, encore une fois, vous intégrez 2 phi, vous allez trouver sinus 1 sur 2 sinus de phi. Et sinus de phi, vous allez faire le tour, déjà sinus phi c'est 0. Qu'importe, même si ça avait été un cosinus, vous allez faire le tour du cercle 2 fois. C'est-à-dire 0, et l'autre ce sera 4 pi. Donc ça, tout ça, ça va me donner une quantité qui est nulle, il va me rester que ça. Ça me fera donc a carré sur 2 cosinus oméga tau. On a trouvé donc, en démarrant donc je mesure la similitude entre deux signaux, j'ai trouvé quelque chose qui ne dépend que de taux. Or, ce taux, c'est l'écart entre les deux instants. Si vous appelez ça T1, que vous appelez ça T2, alors T1 moins T2, ça va nous donner donc T moins T moins taux. Je simplifie ça, je distribue le moins et ça me fait taux. Je ferai appel à ça tout à l'heure quand je vais parler de stationnarité. On va arrêter ici et je suppose que je n'ai pas prévu d'autres exemples. Ça on l'a traité. Voilà, pour la suite, en fait, on va parler donc de stationnarité.